Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale à Reims, la passion de l'automobile à l'occasion du 31e Salon champenois du véhicule de collection qui se tient tout ce week-end à Reims au Parc des Expositions. C'est un rendez-vous unique qui attire des visiteurs du monde entier. Le salon a ouvert ses portes hier matin. Plus de 30 000 personnes sont attendues jusqu'à ce soir. Alors que viennent chercher ici tous ces passionnés de voitures anciennes? À partir de quel prix peut-on se faire plaisir pour s'offrir une belle voiture de collection? Des experts nous répondront. Et puis nous découvrirons la belle histoire du musée de l'automobile de Reims-Champagne. Et puis nous partirons à la découverte d'une autre belle histoire, celle du circuit de Reims-Gueux, le premier circuit de Formule 1 de France. Mais ce salon, c'est aussi, avant tout, l'une des plus importantes bourses aux pièces détachées d'Europe. Les visiteurs ont fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir chercher la pièce qu'il leur faut pour rénover leur voiture de collection. Justement, il y a un acheteur, il a 2 pièces en main. Bonjour monsieur, d'où venez-vous? Monsieur des Tauges, à la Marne, à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Alors qu'est-ce que vous avez entre vos mains là? Un régulateur pour une Simca Chambord. On est toujours un peu à la recherche de pièces quand on est dans le monde de la collection un petit peu. Tous les ans, je vais faire un petit tour ici, puis je trouve un peu mon bonheur. Vous avez combien de voitures? 3 voitures. Alors justement ici, j'imagine, c'est l'endroit rêvé pour trouver ces pièces? Il y a vraiment ce qu'il faut ici, toutes sortes de pièces, toutes les marques, tout ça, c'est vraiment impeccable. Alors quel budget vous consacrez à la restauration de vos voitures? Oh, ça dépend des années, ça dépend ce que je trouve comme pièce, peut-être 200-300 € à l'année, un peu pour des pièces comme ça, ou de la pièce en secours, des fois que t'en vois pas, on a une pièce de secours. Vous, parce que monsieur et madame Féty sont les vendeurs de ces 2 pièces. Combien pour ces 2 pièces? Écoutez, cette personne a l'air bien sympathique et je ne suis jamais trop gourmand sur les prix. Un petit régulateur comme ça tourne entre 25 et 30 €. Alors justement, comment on peut fixer le prix d'une pièce d'occasion? Il y en a tellement, il y a des états du bon au mauvais état. Bien sûr. Comment on fixe le prix? Alors, il faut déjà connaître le prix d'un régulateur neuf et ensuite, moi je le vends à peu près au quart du prix. Mais j'aime bien conseiller mes clients parce que vous avez des références et vous avez les régulateurs ont un numéro qui correspond avec la dynamo. Alors vous, ça fait 10 ans que vous venez ici. Tout à fait. Vous êtes spécialisé dans la Simca, vous êtes collectionneur aussi. De D'où Simca, viennent oui. toutes les pièces que vous exposez aujourd'hui? Ah, alors ça c'est un peu la chasse, pas la chasse aux pièces. On trouve de tout ici. Alors, là, il y a des phares devant moi, il y a une boîte de vitesse là-bas. Voilà. D'où ça vient? Vous démontez les voitures? Alors, de temps en temps, j'achète des voitures que je mets entachées, des pièces qui me servent pour les miennes que je garde en réserve. Je dois avoir peut-être dans les 80 mètres d'étagère avec les pièces dessus. Ah, mais quand même, c'est impressionnant. Et de temps en temps, j'en cède et avec le bénéfice, je m'en sers pour restaurer mes voitures. Alors, il y a votre femme à côté, elle aussi est passionnée de Simca. Ah là là toute une aventure depuis 1968. Vous aussi, vous participez au stand et à la vente? Aussi, oui. Comment oui. ça se passe? Quelles sont les relations que vous avez avec les acheteurs? J'imagine, on doit revoir les mêmes têtes au fur et à mesure que les années passent. On voit souvent les mêmes personnes, mais bon, on sympathise avec eux. C'est un marché important, il faut être présent ici sur ce salon à Reims. C'est une carte de visite en quelque sorte. Une personne, à partir du moment qu'elle a gagné la confiance d'une clientèle, ça devient des amis. Et ces gens, ensuite, reviennent tout simplement chez vous pour s'approvisionner. Merci Monsieur Féty. Moi, j'aperçois Rudy Estrade. C'est un passionné de coccinelles Volkswagen. Bon, alors, c'est pas forcément le stand adapté pour les coccinelles Volkswagen, vu que ce sont des pièces de Simca. Rudy, vous êtes venu chercher quoi ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens chercher un peu tout ce qui a un rapport avec les combis, les coques et les véhicules Herculène. Il y a un budget pour restaurer sa voiture de collection pour vous? Alors, le budget va dépendre un peu du coup de cœur et de la rareté de la pièce, mais on essaie de se limiter, ouais. C'est combien par an à peu près qu'on se rende compte un petit peu du montant? En période de restauration, on va être sur du 2-3 000 € par an. Et puis après, pour les accessoires, c'est plus léger, c'est une centaine d'euros. Il y a une communauté ici, par exemple, on peut retrouver des fans de coccinelles Volkswagen et puis aller marcher dans les allées ensemble? Oui, bien sûr. Moi, pour ma part, je fais partie du OLVV Crew et on est une communauté de passionnés spécialisés dans les anciens Volkswagen. Justement, les Volkswagen Rudy, on est venu vous voir chez vous, vous en avez 2 dans le garage, ce sont de magnifiques voitures et vous les customisez, on va le découvrir ensemble, regardez. C'est une voiture qui ne passe pas inaperçue. Voici une coccinelle 1200 cm3 de 1960, un petit bijou conduit par Rudy Estrade. À l'intérieur,
aucun équipement de pointe et un levier de vitesse plutôt insolite. Ouais, c'est une poignée de frein de Solex que j'ai mis au bout d'un levier un peu rallongé, quoi. Ça rappelle un peu les hot rods américains et puis l'esprit un peu bricole, débrouillard, quoi. À 36 ans, ce commercial dans le bâtiment est passionné de Volkswagen. Il en possède 3, mais sa préférée, c'est bien celle-là. Pour plaire, la voiture doit être customisée. La peinture, un peu défraîchie, c'est parfait. Et des accessoires viennent ici compléter le style, comme ce climatiseur escamotable. On avait juste à mettre un peu d'eau dans le bouchon ici. L'air ensuite vient s'engouffrer par l'avant et ça crée du froid à l'intérieur du véhicule. À l'instar de nombreux collectionneurs, Rudy n'hésite pas à sortir sa voiture tous les jours. Elle ne craint rien, c'est justement ça aussi le plaisir. J'hésite pas à m'en servir justement, j'ai pas peur qu'on me la raye, j'ai pas peur qu'on me fasse un nion, je peux aller faire mes courses avec, je peux la laisser garer une nuit en ville, je peux tout faire avec finalement. Rudy n'a pas peur de mettre le nez dans le capot, pas besoin d'avoir de grandes notions de mécanique. Il a passé 4 mois pour remettre cette coque en état. C'est des moteurs très simples, c'est des moteurs qui sont refroidis par air. Donc il n'y a pas de liquide de refroidissement, ni radiateur, ni tous ces systèmes auxiliaires. Du coup, c'est une mécanique qu'on apparente souvent une mobilette. Rouler en coques customisées, c'est un esprit de famille aussi. Rudy fait partie d'un club de passionnés, une communauté d'entraide. Ça s'appelle le Hall VV Crew et on se rejoint pour bricoler. Donc on a tous des compétences différentes, c'est un cercle d'entraide. Il y en a qui vont plus être mécanique, d'autres plus carrosserie. Et on se donne des coups de main comme ça régulièrement. Si vous êtes tenté, comptez tout de même près de 10 000 € pour vous offrir le même modèle. De retour ici au parc des expositions de Reims, dans le Hall 1. Le thème du salon cette année, souvenir, à l'image de cette magnifique Citroën Traction B11 de 1952. Bonjour Yves Jougnot, vous êtes l'un des commissaires de ce salon. Combien y a-t-il de véhicules de collection à découvrir ? Environ 600 véhicules sur le site et à peu près 150 à 200 véhicules parmi les associations. 30 000 visiteurs sur ce salon. Comment expliquer son succès ? Je crois que le succès est dû d'une part à la bourse de pièces. C'est la plus importante de France et une des 5 plus grandes d'Europe. Donc beaucoup d'amateurs qui viennent chercher la pièce et qui nous disent « trouve la pièce ». On peut croiser des visiteurs du monde entier ici, des Américains et même des Japonais. Que viennent-ils chercher à Reims ? Essentiellement la pièce au départ. On a des Japonais qui viennent régulièrement tous les ans et qui remplissent un conteneur de pièces à destination du Japon parce que ce sont de grands amateurs, par exemple d'Alpine Renault. Des Américains essentiellement à l'exposition, mais énormément de chineurs européens. Qu'est-ce qui peut expliquer la passion de l'automobile ici à Reims ? Reims et la Champagne, c'est une terre d'élection automobile. Bon, Reims, c'est connu pour son circuit de gueux, bien sûr, mais c'est connu aussi parce que c'était le fief des usines Panhard. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le rallye de Monte-Carlo, même historique, mais le réel qui partait de Reims autrefois. Alors justement, Reims possède l'un des plus importants musées du Grand Est de la France. Alors il y a Mulhouse, bien évidemment, mais Reims abrite quelques trésors. Regardez. C'est un hangar discret dans le centre-ville de Reims. Le musée de l'automobile, c'est plus d'une centaine de véhicules de collection. Des pièces rares, comme cette Scar de 1908, fabriquée dans le département de la Marne. Il n'en reste que 6 exemplaires dans le monde. Son moteur, il est fait d'une façon réfléchie. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des blocs de 2 cylindres. Vous voyez, je passe mon doigt ici. Et c'est-à-dire que lorsqu'ils avaient des petites voitures un peu le style de la Zèbre, eh bien, ils mettaient qu'un groupe de 2 cylindres. Lorsqu'il y avait des voitures plus puissantes comme celle-ci, eh bien, ils en causaient un deuxième groupe de 2 cylindres. Et puis des voitures comme les limousines ou les camionnettes, là, c'était un 3e groupe. Se promener dans les allées, c'est aussi découvrir des véhicules uniques, jamais commercialisés. Voici une Peugeot 403. On est loin de l'allure bien connue de cette voiture familiale des années 50. Elle est passée entre les mains d'un carrossier de Reims. Elle a entièrement été redesignée et forcément, elle ne passe pas inaperçue. Il n'y a aucune partie de la carrosserie qui est plane. C'est un travail vraiment de constructeur, de maître de l'art de la carrosserie qui a pu faire aussi bien des parties convexes, des parties concaves. Et en fait, c'est magnifique. Les chromes et les belles jantes laissent aussi place à des voitures beaucoup plus récentes.
En 2018, certains modèles ont fait leur entrée dans le musée. La Renault 19 par exemple, on les appelle les Youngtimers. Elles sont à préserver. Il faut savoir, c'est qu'en fait, si on continue un peu dans l'état d'esprit qu'il puisse y avoir dans les casses, et c'est normal, il faut quand même qu'il puisse y avoir des véhicules qui viennent à disparaître pour pouvoir en créer d'autres. Mais si toutes les voitures venaient à partir, à disparaître, comment voulez-vous que nos enfants puissent connaître la voiture du grand-père d'ici 50 ans ? Des modèles d'exception qui attirent les visiteurs. Le musée de l'automobile de Reims-Champagne accueille chaque année plus de 30 000 passionnés. La star de ce salon, la voici, une 2 chevaux sport, la Dagonnet, du nom de son préparateur, Jean Dagonnet. Il était installé dans les ateliers de Favrolles, dans la Marne, durant les années 50. Des ateliers qui n'existent plus aujourd'hui et il reste 5 exemplaires au monde de ces 2 chevaux produites dans la Marne. Et celle-là s'appelle la Guylaine, du nom de la petite fille de Jean Dagonnet. Bonjour Guylaine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à côté de la voiture de votre grand-père, une voiture qui porte votre nom ? C'était une énorme émotion parce que c'est la première fois que je les vois depuis des années et que je la trouve vraiment très belle. C'est fabuleux, j'ai un souvenir magique. Quel souvenir justement vous gardez des ateliers de fabrication de votre père, de votre grand-père ? Mon grand-père, oui, je suis l'aînée des petites filles, des petits-enfants de mon grand-père et il travaillait à Favrolles dans un grand garage dont les portes étaient coulissantes pour se fermer. Et il nous disait toujours bon, je veux bien que tu regardes, mais tu restes à la ligne de la porte. Surtout, tu ne dépasses pas d'1 centimètre. Qu'est-ce que vous voyiez justement à l'époque ? Alors, on voyait les carcasses un peu plus loin, notamment quand il a commencé à faire les voitures en fibre de verre. C'était assez fabuleux de voir une forme tout de suite prête qui allait être montée sur une voiture. C'était fascinant. Jean-Michel Matras, vous êtes l'historien de la marque. Il y a une autre voiture juste à côté de moi, elle s'appelle la Marie-France, du nom de votre sœur. Et cette voiture a la particularité d'être en plastique, alors qu'on est dans les années 50. Oui, alors en France, le plastique arrive en 53 et aussitôt, Jean Dagonnet s'engouffre et propose une version plastique. Alors quelles sont les caractéristiques de ces 2 chevaux qui ressemblent quand même beaucoup moins à la 2 chevaux traditionnelle ? C'est des voitures taillées pour la compétition. Elles ont d'ailleurs un moteur gonflé qui passe de 12 chevaux pour celle-ci à 19 chevaux, ce qui est considérable, et elles montent du coup de 80 à 110 km/h. Combien d'exemplaires ont été produits ? Alors, 12 plus 2 en Guylaine, 30 à 35 en Marie-France et 4 Chantal qui malheureusement n'a pas survécu. Merci Jean-Michel, merci Guylaine. Vous allez le voir à présent, il y a donc la passion de la fabrication automobile, mais il y a aussi la passion de la compétition. L'histoire de Reims est fortement liée à l'histoire de l'automobile. Et pour cause, savez-vous que les toutes premières courses de Formule 1 en France ont eu lieu à quelques kilomètres d'ici, aux portes de Reims, sur le mythique circuit de Reims-Gueux. Aujourd'hui, une association entretient la mémoire de ce circuit. Bonjour Jean-François Friedman, Bonjour. Vous êtes l'historien du circuit. Oui. En quoi ce circuit était-il mythique ? Il est mythique à cause d'une personne au nom de Raymond Roche qui a voulu construire un circuit international pour toute catégorie de voitures et il a réussi. Pourquoi ce circuit a-t-il été construit à Reims, Gueux, et non pas par exemple en banlieue parisienne ? Reims, c'est quand même une plateforme pour tous les pays à côté, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. Et il était très facile de venir à Gueux et puis de repartir assez facilement aussi. Alors des années 20 jusqu'aux années 70, on y a vu la victoire de grands noms du sport de l'automobile. Oui. Alors les grands noms du sport automobile, je vais vous dire tout de suite, John Manuel Fangio qui est venu sur le circuit. L'Argentin. Il est venu 10 ans, de 1948 à 1958. Il a été 5 fois champion du monde et il a gagné 3 grands prix à Reims. En 1972, dernière compétition, tout s'arrête. Que se passe-t-il ? Alors, 72, il y avait un gros problème, c'est que le circuit n'est pas assez large. Il fallait quand même casser les tribunes ou alors casser les centres de ravitaillement. Chose qui était très difficile à faire. Et les sponsors, il fallait qu'ils soient là.
costaud financièrement. Alors, c'est ça aussi, aujourd'hui, que reste-t-il de ce mythique circuit ? Mais il reste quand même la grande tour de 3 étages. Il y a les tribunes qui sont restées. Il y a aussi quelques stands de ravitaillement. Il en reste 32 sur 80. Mais les amis du circuit sont là pour je ne dis pas le reconstruire, mais aider à ce qui reste. Justement, vous êtes une vingtaine, vous êtes mobilisés chaque week-end pour nettoyer, défricher, repeindre aussi ? Alors tous les vendredis, on est là. Il y a des jardiniers, il y a des maçons, il y a des peintres et c'est une grande famille puisque vraiment on travaille très bien ensemble. Merci Jean-François. Je vous en prie. Alors, les voitures de collection attirent les passionnés, mais les miniatures aussi. La passion de l'automobile, ça commence dès le plus jeune âge avec toutes ces miniatures. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus des jouets, ce sont de véritables pièces de collection, comme cette Citroën Torpedo rouge de 1925. Elle coûte 3 500 €. Lui, sa passion, ce sont les voitures à pédales. Je vous propose de partir à présent à la rencontre de Christophe Fouan. Il est rémois, il en possède plus de 350. Regardez. C'est le paradis des enfants. Nous voici dans l'une des plus importantes collections de voitures à pédales de France. Le propriétaire, Christophe Fouan, en possède près de 350. J'avais commencé par les petites voitures, et puis un jour, j'ai un copain du club qui avait une dizaine de voitures à pédales. Il avait fait une exposition à Épernay, je suis allé, et je suis resté subjugué. Donc je me suis dit, bah tiens, ça y est, c'est ma nouvelle passion. Donc j'ai acheté ma première voiture à pédales. Ma deuxième, ma troisième, alors j'ai acheté des voitures un peu basiques. Et puis avec le temps, toutes celles que j'ai achetées au début, je les ai revendues parce qu'elles n'étaient pas superbes. Et puis j'ai bonifié ma collection. Et à ce jour, j'ai tous les tops des voitures à pédales qui existent, je les possède. Les premiers modèles remontent au début du siècle dernier. Mais l'âge d'or, c'est les années 50 avec de nombreuses copies de voitures bien réelles, à la fois jouets et objets publicitaires. Il fallait que le fabricant de voitures à pédales ait l'accord du constructeur. Mais s'il avait l'accord du constructeur, la voiture était reproduite à l'identique. Par exemple, Bugatti ne donnait pas d'autorisation de copier ses voitures. Mais donc elles étaient copiées, elles ne s'appelaient pas Bugatti, mais elles ressemblaient à 95% à une Bugatti. Depuis 25 ans, Christophe Fouan parcourt les brocantes, salons et ventes aux enchères pour acheter ses voitures. Peu importe l'état, bricoleur dans l'âme, Christophe peut passer plusieurs jours pour rénover un modèle. Chaque fois que j'ai une voiture qui rentre, je m'y attelle, je regarde d'abord si tout est d'origine. Si les enjoliveurs ne sont pas d'origine, je les retire pour remettre des enjoliveurs d'origine. Je suis un très puriste en fait. L'une de ses plus belles pièces, la voici. Une voiture à pédales de 1922, estimée à 8 000 €. Elle est toute en bois, donc déjà des voitures en bois, c'est exceptionnel. Et en plus, quand vous regardez le travail qui a été fait sur cette voiture, j'ai jamais vu un si minutieux travail fait sur un jouet, parce que c'est un jouet de gamin en fait. Le rêve de Christophe, pouvoir présenter sa collection au grand public. Il a pour projet d'ouvrir un musée d'ici quelques années. Qui n'a pas rêvé de posséder une voiture ancienne et surtout combien ça coûte ? Eh bien justement, on va le voir avec l'exemple de cette très belle Triumph Spitfire de 1967. Philippe Peter, vous êtes de l'amicale Spitfire de la région Grand Est. Quelles sont les particularités de cette voiture qui est un cabriolet plutôt magnifique, je trouve ? Voilà, donc c'est un cabriolet des années 60, un 4 cylindres, 75 chevaux à peu près, qui reprend le nom du célèbre avion de chasse de la Deuxième Guerre mondiale, le Spitfire. Et donc c'était un nom commercial, mais qui fait honneur aussi aux performances de cette voiture, puisque c'était une voiture sportive très appréciée à l'époque, cabriolet bien sûr, et qui est capable de monter à plus de 180 km/h. Voilà, voiture aujourd'hui, sportive. c'est une voiture qui coûte cher en entretien ? Non, pas forcément. C'est des voitures abordables de collection.
je dirais des premières gammes, ce n'est pas des Jaguars, mais pour les collectionneurs débutants, c'est l'idéal puisqu'on peut tout faire soi-même, les pièces sont encore disponibles et on en retrouve encore beaucoup sur le marché dans des états différents. Voilà. Alors pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient se faire plaisir, il faut débourser combien pour s'offrir ce modèle par exemple? Alors par exemple dans ce modèle, dans l'état, ça coûte à peu près entre 10 000 à 15 000 euros. Et l'entretien est relativement sommaire puisque si elle est en état d'origine, il suffit de faire des vidanges et dans l'entretien annuel n'est vraiment pas cher. On parle beaucoup de placement financier avec les voitures de collection. Est-ce que c'est l'exemple d'un placement financier ou ça reste de la voiture accessible, de plaisir, qu'on peut sortir tous les week-ends? Alors effectivement, c'est une voiture d'entrée de gamme, mais un bon placement, puisque moi, ça fait 25 ans que je collectionne ces voitures. À l'époque, ça valait 3 à 4 000 euros. Maintenant, comme je vous ai dit, selon les états, un état concours, c'est 15 à 20 000 euros. Donc, si on met la main à la pâte, oui, c'est un bon placement financier. Mais effectivement, ce n'est pas des Jaguars, ce n'est pas des Porsche, mais des voitures de caractère qui sont agréables à conduire et faciles à entretenir. Merci Philippe pour votre éclairage. On va aller à la rencontre d'un autre spécialiste là. Les voitures valent plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un garage qui ne donne pas son adresse à Reims, mais regardez, c'est impressionnant. En plein cœur de Reims, c'est un véritable coffre-fort. C'est pour ça que vous ne verrez pas la façade. Ici, les Fiat Dino côtoient Ferrari, Porsche et Facel Vega, des voitures d'exception à plusieurs centaines de milliers d'euros, glanées en Europe par Franco Lambo. Ce passionné a créé son garage de restauration en 1997 et depuis, il s'est fait une place incontestable dans le milieu de l'automobile. Chaque semaine, Franco parcourt des centaines de kilomètres pour trouver la perle rare à restaurer. Il faut que cette voiture soit particulière. Il faut que j'ai une émotion quand je regarde l'auto, de par la qualité, de par sa couleur, de par ses prestations, de par ses performances. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte en plus du lot. Il ne faut pas que ce soit une auto standard. Une auto standard ne m'excite pas, donc ne m'intéresse pas, donc ne va pas intéresser mes clients. Dans l'atelier, 7 salariés, tous passionnés. Certains peuvent passer plusieurs mois à travailler sur un même véhicule. Ce qui gêne, c'est que dans le faisceau principal, j'ai pas d'alimentation, j'ai rien pour piloter mon moteur d'essuie-glace. Donc il faut que j'aille chercher où est-ce que c'est coupé. Les mécaniciens ont accès à l'une des plus importantes collections de pièces détachées du Grand Est. Car pas question de changer un boulon pour un autre du commerce. Il s'agit d'originaux ou d'anciennes pièces restaurées. Ici, là, on a tout le nécessaire pour remonter. Un nécessaire de frein à main avec les poignées neuves, le cliquet du frein à main, les axes, les ressorts. Ici, quand un véhicule arrive, on ne sait pas vraiment quand il va en sortir. Plusieurs années sont parfois nécessaires pour le remettre en état. Il est entièrement démonté et certaines parties partent parfois aux 4 coins de l'Europe pour y être refaites. C'est des véhicules qui ont souffert en corrosion. Par la corrosion, ils ont été attaqués, largement modifiés, accidentés, bricolés, bidouillés, camouflés, etc. Aujourd'hui, il faut tout reporter conforme à l'origine et c'est des centaines d'heures de travail. Si vous êtes tenté pour acquérir l'un de ces modèles, il vous faudra débourser le prix d'un bel appartement. Bon alors rassurez-vous, on peut se faire plaisir pour beaucoup moins cher que ça. Voici l'exemple d'une Renault 5 Alpine Turbo de 1984. Elle appartient à Eric, on les appelle les Youngtimers. Ce sont des véhicules dont la fabrication s'est arrêtée il y a plus de 15 ans. Vous venez de Bar-le-Duc dans la Meuse. Pourquoi avoir craqué sur ce genre de modèle qui est pas très courant quand même quand on pense véhicule de collection? C'est un véhicule qui me faisait envie quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, je ne pouvais pas me payer le véhicule et j'ai attendu mes 40 ans pour me faire plaisir. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir de sortir avec ce véhicule parce que c'est un tempérament extraordinaire. C'est pas la voiture d'aujourd'hui. Il faut vivre avec le véhicule. Ça marche bien. Ça n'a plus rien à voir avec un véhicule d'aujourd'hui, un véhicule sportif d'aujourd'hui, on va dire. Alors, il faut compter combien pour ce genre de véhicule? Il faut compter un peu en dessous de 20 000 euros, un achat pour une belle voiture. Voilà. Un peu moins de 20 000 euros. Et à l'entretien, on est dans quel ordre de grandeur annuellement, par exemple? Moi, je fais l'entretien moi-même, mais c'est pas très onéreux. On retrouve encore des pièces facilement à des prix corrects.
Je ne sais pas, pour un particulier, s'il aime au garage, une vidange, des freins, tout ça, c'est pas très onéreux. Ça tourne autour de 200 € quoi, en moyenne. Quoi. Elle a combien de kilomètres au compteur? J'ai pas pu voir. 125 000 km. 125 000 km. On peut encore rouler avec, on peut la prendre tous les week-ends pour aller se balader par exemple. Mais même tous les jours. Hein. Ça marche très bien, ça démarre tous les jours. Je veux dire, il n'y a pas de souci particulier. Hein. C'est une voiture un peu de rêve d'enfant. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a marqué l'imaginaire. C'était la voiture un peu de monsieur, madame, tout le monde. Oui, voilà. Je me souviens passer devant chez Renault puis les voir en véhicule d'occasion dans les années 85, 86. Elle m'a toujours attiré, quoi. Voilà, c'est une passion, quoi. Pourquoi elle et pas une autre, je sais pas. Ça aurait pu être une Golf GTI, mais non, c'est celle-là. Voilà. Merci Eric d'avoir partagé votre passion avec nous. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez la revoir sur grandest.france3.fr. Très bon dimanche à vous. À bientôt.